Trop sombre pour être vendue, trop masculine pour défiler, trop agressive pour qu'on travaille avec elle. Voilà ce que l'industrie de la mode américaine lança au visage d'une jeune Jamaïcaine qui ne faisait que commencer. On lui reprocha ses traits jugés étranges, sa peau considérée comme un obstacle, et on lui assura qu'elle ne correspondrait jamais au canon de beauté. Pourtant, un demi-siècle plus tard, ces mêmes maisons de mode tentent d'imiter chacun de ses gestes, chaque angle de son visage, chaque éclat de son regard. Son nom, Grace Jones. Et elle n'a pas seulement brisé les règles, elle les a réduites en cendres avant de danser dessus. D'un foyer pentecôtiste à Spanish Town, en Jamaïque, où écouter de la musique profane était un péché et où se peindre les lèvres relevait de l'œuvre du diable, jusqu'au podium de Paris où son visage, jadis rejeté, devint une arme de séduction et de pouvoir. Des nuits déchaînées du Studio 54, où la cocaïne coulait comme du champagne, à ce moment historique à la télévision britannique où elle gifla un présentateur en direct, provoquant à la fois fascination et effroi, mais cette gloire avait un prix. Drogue, trahison financière, perte d'amis durant l'épidémie du sida et relations personnelles marquées par le contrôle et la violence, tout cela faillit la détruire. Et pourtant, des décennies plus tard, à 64 ans, face au palais de Buckingham, Grace Jones fit tournoyer un hula-hoop pendant 4 minutes sans s'arrêter, prouvant que ni l'âge, ni l'industrie, ni les préjugés ne pouvaient l'enchaîner. La question devient inévitable. Comment une seule femme a-t-elle pu terroriser toute une industrie ? Et qu'a-t-elle dû sacrifier pour devenir le plan original qui inspire aujourd'hui des générations d'artistes ? Spanish Town, Jamaïque, 1948. La moiteur étouffante des Caraïbes se mêlait à la rigidité d'un foyer pentecôtiste où la musique profane était proscrite, où se maquiller relevait du péché et où la discipline s'abattait à coups de ceinture. C'est là que naquit Grace Beverly Jones, au sein d'une famille où chaque geste était surveillé et chaque désir personnel réprimé par la crainte d'offenser Dieu. Son enfance fut une interminable litanie de « tu ne dois pas », ne pas danser, ne pas porter de pantalon, ne pas trop parler, ne jamais rêver d'un monde au-delà de l'église. Élevée principalement par ses grands-parents, Grace grandit dans l'ombre d'un système où toute trace de vanité était considérée comme un chemin direct vers l'enfer. Imagine une enfant qui ne pouvait même pas se vernir les ongles sans sentir qu'elle trahissait sa foi, une enfant qui, en secret, découpait des morceaux de magazines pour contempler l'interdit, des pages arrachées de Vogue, collées au mur de sa chambre comme des icônes clandestines. Chaque image de femme forte et flamboyante devenait pour elle un acte de résistance silencieuse, une étincelle de rébellion qui brûlait sous des couches de répression. À 13 ans, sa vie bascula, elle partit vivre à Syracuse, dans l'État de New York, pour rejoindre ses parents, eux aussi devenus ministres religieux. Mais au lieu d'y trouver la liberté, Grace découvrit que les mêmes chaînes l'avaient suivie jusque dans le Nord. La morale rigide de sa famille avait traversé l'océan avec eux. Pourtant, en elle, quelque chose avait déjà franchi un point de non-retour, un besoin viscéral de s'exprimer, d'incarner quelqu'un au-delà des règles imposées, tandis que son frère Noël se conformait parfaitement aux attentes familiales jusqu'à devenir évêque et prédicateur respecté, Grace, elle, marcha dans la direction opposée. Elle se maquillait en cachette, collectionnait des bijoux bon marché comme s'il s'agissait de reliques sacrées et expérimentait la construction d'une identité qui défiait les dogmes. Chaque trait de crayon et chaque rouge à lèvres clandestin étaient de petites insurrections contre un monde qui voulait la réduire au silence. Ce choc précoce entre foi stricte et désir de liberté marquerait toute son existence. L'enfant puni pour s'être peinte les lèvres deviendrait plus tard la femme qui apparaîtrait sur scène, couverte de peintures tribales, transformée en sculpture vivante. L'adolescente qui cachait des magazines de mode dans un tiroir finirait par dicter l'esthétique d'une génération entière. Dans la répression, Grace avait trouvé la matière première de son avenir, la certitude que l'authenticité se paye d'un prix, mais qu'elle donne aussi accès à un pouvoir. En 1968, à 10 à 8 ans, Grace prit la première décision radicale qui définirait son destin. Elle présenta son portfolio à Wilhelmina Models, l'une des agences les plus réputées de New York. Face aux agents, sa silhouette élancée de 1, 75 m, sa peau sombre et ses traits anguleux reçurent une réponse brutale et sans appel « Merci, mais non ». Le message était clair, sa beauté n'était pas commercialisable, son visage n'était pas vendable, son existence ne rentrait pas dans la boîte étroite de la mode américaine de la fin des années 60. Mais Grace n'était pas de celles qui renoncent, encore moins de celles qui quémandent une approbation. Lorsque les États-Unis lui claquèrent la porte au nez, elle choisit d'en ouvrir une autre en Europe. Elle prit un avion pour Paris, convaincue que si sa terre natale ne voulait pas d'elle, ailleurs il existerait bien une scène prête à la regarder en face. Elle ne savait pas encore que ce Paris marquerait le début de la construction d'un mythe. Paris, 1970, une ville où la mode commençait à défier ses propres structures
et où les rues respiraient encore l'énergie de mai 68. Grace Jones y arriva avec peu d'argent, un portfolio sous le bras et la détermination de ne plus jamais entendre un non définitif. Au début, les agents parisiens répétèrent le même verdict cruel que ceux de New York. « Tu es trop sombre, je ne peux pas te vendre ». Un rejet frontal, comme si on la déclarait marchandise défectueuse. Mais Paris cachait un secret qu'Amérique n'avait pas. Un sous-monde créatif en pleine ébullition, prêt à regarder au-delà du conventionnel. C'est dans ce bouillonnement que Grace trouva refuge et communauté. Elle partagea un minuscule appartement avec 2 jeunes femmes aussi inconnues qu'elle, Jerry Hall et Jessica Lange. 3 jeunes filles qui avaient à peine de quoi payer le loyer, échangeant vêtements, nourriture et rêves. Aucune n'imaginait devenir une icône immortelle, mais toutes ressentaient l'urgence de conquérir un monde qui semblait conçu pour les exclure. Les premiers contrats arrivèrent peu à peu. Yves Saint-Laurent fut l'un des premiers à la regarder autrement. Puis vinrent Kenzo et les éditoriaux de Vogue Paris. Ce qui à New York était jugé excessif se transformait à Paris en exactement ce qu'il fallait. La peau sombre qui là-bas constituait un obstacle devenait ici un manifeste esthétique. Son visage anguleux, son corps athlétique, son énergie débordante devinrent un aimant pour des photographes qui ne cherchaient plus la douceur mais le défi. Grace ne se contenta pas d'être mannequin. Dès le départ, elle imposa ses propres règles, elle arrivait aux séances et refusait que les maquilleurs touchent son visage, apportait ses propres vêtements si le stylisme ne lui convenait pas, et suggérait des poses qui semblaient sculptées dans la pierre, défiant la féminité docile qui dominait l'époque. Le mot que les photographes répétaient le plus en travaillant avec elle était « architectonique ». Ses angles étaient des lames, ses gestes frôlaient la menace. Un photographe résuma ce que signifiait la voir devant son objectif. Avec Grace, on ne dirigeait pas. Avec Grace, on essayait de suivre le rythme. Cette phrase disait tout, non seulement sur son caractère, mais aussi sur la manière dont elle redéfinissait la relation entre modèle et créateur. Elle n'était pas une toile passive, elle était une artiste qui façonnait la séance à sa mesure. En 1975, Grace travaillait déjà sans relâche. Mais quelque chose de plus profond était en train de naître. À chaque défilé, à chaque couverture, elle construisait une persona qui transcendait la mode, forte, androgyne, indomptable. Chaque photographie provoquait à la fois malaise et fascination. Sa présence intimidait parce qu'elle remettait en cause ce qui était féminin, ce qui était beau, et qui avait le droit d'occuper une place dans l'industrie. Cette construction n'était pas fortuite. Grace avait compris que, pour survivre dans un monde qui tentait de l'enfermer dans des cases, elle devait devenir une figure plus grande que n'importe quelle critique. Et à Paris, entourée d'artistes insoumis, elle trouva la liberté de concevoir cette créature hybride, mi-femme, mi-sculpture, mi-ouragan. L'écho de sa métamorphose franchit les frontières. Ceux-là même qui l'avaient rejeté à New York commencèrent à la voir apparaître dans les éditoriaux européens et se demandèrent s'il n'avait pas commis une erreur monumentale. Mais Grace n'avait aucune intention de revenir supplier. Elle avait déjà appris que lorsqu'un système te claque la porte au nez, le mieux est d'inventer ta propre maison. Ces années-là, Paris était aussi la capitale des nuits sans fin. Discothèques, cabarets, performances expérimentales. Et c'est dans cet univers que Grace commença à flirter avec quelque chose de plus vaste que la mode, la musique et la performance. Ce qui avait commencé comme un travail se transformait en champ de bataille artistique, et Grace était prête à le pousser à l'extrême. Car si sur les podiums elle paraissait déjà trop, sur les scènes des clubs comme le 7, ou bientôt dans les couloirs du légendaire Studio 54, elle allait devenir dangereuse, imprévisible, inoubliable. Et le monde n'était encore qu'à peine prêt pour sa prochaine métamorphose. New York, fin des années 70. Tandis qu'à Paris, Grace était déjà reconnue comme la muse des photographes et des créateurs, à Manhattan s'écrivait un autre chapitre de l'histoire culturelle, la naissance de Studio 54, la discothèque devenue symbole d'excès, de liberté et de démesure. Là, on ne se contentait pas de danser, on créait des mythologies. Andy Warhol, Mick Jagger, Bianca Jagger, Bowie, tous faisaient partie d'un carnaval où les règles se dissolvaient sous les lumières stroboscopiques. Et au cœur de cet ouragan surgit Grace Jones. Elle n'y entra pas comme une invitée de plus, mais comme un spectacle vivant. En 1977, elle signa avec Island Records et lança sa version de La vie en rose. Une Jamaïcaine interprétant un classique français sur une base disco semblait, en théorie, une recette vouée à l'échec. Mais la voix grave et impérieuse de Grace, alliée à une présence scénique défiant les lois de la physique, transforma la chanson en hymne d'une nouvelle ère. Dès lors, elle n'était plus seulement mannequin, elle était performeuse, chanteuse, sculptrice d'elle-même. Les nuits de Studio 54 devinrent son laboratoire. Ce n'étaient pas des concerts, c'étaient des événements. Elle descendait du plafond dans des cages, apparaissait enveloppée de structures géométriques impossibles, se laissait peindre le corps par Kit Haring jusqu'à devenir toile vivante. Chaque prestation était un manifeste visuel,
La mode ne suffisait plus, Grace inventait un langage entre musique, art et menace. Mais cette lueur avait un prix. À Studio 54, la cocaïne circulait comme des toasts de champagne. C'était le carburant invisible qui maintenait tout un empire d'artistes éveillés jusqu'à l'aube. Grace y participa, comme tant d'autres, sans encore mesurer le coût. La drogue faisait partie du rituel nocturne, une sorte de passe magique qui donnait plus d'énergie, plus de pouvoir, plus de confiance. Personne n'avertissait que la facture viendrait après. En parallèle, elle rencontra Jean-Paul Goude, artiste et photographe français, qui devint non seulement son compagnon, mais aussi l'architecte d'une grande partie de son iconographie. Ensemble, ils conçurent des images qui restent aujourd'hui encore radicales. Grace avec une coupe flat top, peinte de motifs tribaux, transformée en angles impossibles défiant l'œil humain. Plus tard, Goude avoua, nous voulions intimider le public, et ils y parvinrent. Ce projet d'intimidation délibérée fit de Grace quelque chose que la mode n'avait jamais connu. Elle n'était plus un visage chargé de vendre des vêtements, elle était un être qui suscitait à parts égales malaise, fascination et crainte. Le monde ne savait pas s'il fallait l'applaudir ou s'en protéger. Et c'est dans cette ambiguïté que résidait son pouvoir. Mais les excès accumulaient l'attention. Car lorsqu'on joue constamment à la limite entre l'art et le chaos, entre la lucidité et l'addiction, entre la gloire et l'autodestruction, l'explosion devient inévitable. Grace Jones avait créé la déesse indomptable de la nuit, mais la question était déjà semée, combien de temps un corps humain pouvait-il supporter un tel masque ? Le moment décisif arriva en 1981, face à des millions de téléspectateurs britanniques, quand la fureur contenue explosa en direct. Une gifle diffusée à la télévision devint le symbole d'une philosophie entière. Grace Jones ne tolérait pas l'indifférence. Octobre 1981. Le plateau de télévision britannique est inondé de lumières intenses. Dans l'émission de Russell Harty, Grace Jones est assise, imposante, vêtue d'épaulettes architecturales et d'un regard capable de fendre l'air. Harty, dans un geste de désinvolture à peine voilée, tourne son corps pour interviewer un autre invité, tandis qu'elle reste sur le côté, ignorée. Ce qui survient ensuite deviendra légende. Grace lève la main et le frappe dans le dos, encore et encore, en direct, devant des millions de spectateurs. Le public retient son souffle. Le lendemain, les journaux la décrivent comme volatile, dangereuse, instable. L'establishment britannique la diabolise. Mais ce que beaucoup n'avaient pas compris, c'est que ce geste n'était pas une simple crise de colère. C'était la réaction viscérale d'une femme noire, refusant d'être rendue invisible par un homme blanc sur sa propre scène. Ce n'était pas seulement une gifle à Harty, c'était un coup symbolique porté à chaque agent qui lui avait dit trop sombre, à chaque photographe qui avait voulu la contrôler, à chaque producteur qui avait cru pouvoir la réduire. L'industrie, pourtant, réagit avec froideur. Producteurs et animateurs commencèrent à l'étiqueter comme conflictuelle, difficile à gérer. Les invitations se raréfièrent, et la rumeur « Attention à Grace » commença à se répandre dans les couloirs de la mode et du divertissement. Mais paradoxalement, cette même polémique amplifia son mythe, la femme qui intimidait jusque dans le direct, la figure qui n'attendait la permission de personne pour exister. En parallèle, Grace avait déjà conquis un autre territoire, le cinéma. En 1984, elle incarna la guerrière Zula dans Conan the Destroyer aux côtés d'Arnold Schwarzenegger, qui avoua s'être senti intimidé par sa force. Un an plus tard, elle se transforma en Mayday, l'assassine implacable du film de James Bond A View to a Kill. Son image sur grand écran consolida ce que la culture pop murmurait déjà. Grace Jones n'était ni seulement mannequin ni seulement chanteuse, elle était un phénomène pluridisciplinaire, dominant chaque espace où elle apparaissait. Mais derrière l'éclat du cinéma et de la musique, sa vie personnelle commençait à se fissurer. La consommation de cocaïne, commencée comme un carburant dans les nuits du Studio 54, commença à lui présenter l'addition. En 1986, lors de vacances en Jamaïque, elle fut arrêtée pour possession. Elle passa 2 nuits en cellule avant d'être libérée faute de preuves, mais le choc psychologique fut dévastateur. La femme qui semblait indestructible se découvrait vulnérable. Comme si cela ne suffisait pas, elle découvrit bientôt que son propre comptable la volait depuis des années. Plus de la moitié de sa fortune s'était évaporée dans des fraudes et des évasions fiscales. L'empire qu'elle avait bâti à force de travail et de rébellion s'effondrait alors qu'elle parvenait à peine à rester debout. Les années suivantes furent marquées par des funérailles. La plague, comme on appelait alors le sida, ravageait ses amis, ses collègues, ses amants et ses complices des nuits les plus flamboyantes. Créateurs, photographes, maquilleurs, danseurs, la liste des morts était interminable. Grace passait d'un mémorial à l'autre, sentant son monde choisi sa famille créative se dissoudre sous ses yeux. Le prix d'être Grace Jones devenait insupportable. La gloire l'avait élevée, mais l'isolement, l'addiction et la trahison financière l'avaient laissée au bord de l'abîme.
Ce qui avait commencé comme une rébellion contre la norme se transformait désormais en une bataille pour sa propre survie. Après l'arrestation en Jamaïque et la découverte de la trahison financière, Grace Jones comprit que le masque d'invincibilité devait tomber, ne serait-ce qu'un instant. Elle entra dans un centre de réhabilitation. Là, entre des murs froids et des routines disciplinaires, elle dut affronter le miroir le plus impitoyable, son propre reflet sans maquillage, sans projecteur, sans public. La femme qui avait terrorisé photographes et présentateurs devait désormais apprendre à rester seule avec elle-même. Mais au milieu du chaos, il y avait une ancre, Polo, son fils né en 1979 de sa relation avec Jean-Paul Goude. L'enfant, avec ses grands yeux et sa voix innocente, prononça les mots qui marquèrent Grace à jamais. « Maman, tu te souviens quand tu étais drôle ? Pourquoi ne ris-tu plus ?» Cette question transperça ses défenses les plus solides. Aucune critique de presse, aucun scandale télévisé ne l'avait blessée autant que l'observation de son propre fils. Poussée par cette vérité, Grace s'accrocha à la sobriété. Elle se mit au yoga, consacra du temps à l'éducation de son fils, chercha un équilibre qu'elle n'avait jamais connu. Dans les années 1990, sa présence médiatique diminua. Elle n'était plus sur toutes les couvertures, ni dans toutes les soirées, mais c'était volontaire. Elle avait besoin de se reconstruire de l'intérieur, pas à pas, sans l'urgence de la gloire. Pourtant, même dans cette période de retrait, l'imprévisible continuait de frapper à sa porte. En 1986, elle surprit tout le monde en épousant en secret Attila Altun Bey, son garde du corps turc. La cérémonie fut si privée que même ses amis proches n'en surent rien. Mais ce qui semblait un geste romantique se transforma vite en une nouvelle ombre. Le mariage dériva vers le contrôle, la jalousie et des épisodes qui l'obligèrent à fuir pour sa sécurité. Paradoxalement, elle ne divorça jamais légalement et à ce jour, sur les documents officiels, elle reste encore l'épouse d'un homme qu'elle a quitté depuis des décennies. Les années 1990 secondes écoulèrent avec un profil plus discret. Grace évita les scandales, n'enregistra de la musique que lorsqu'elle en ressentait le besoin, suivit des cours de théâtre et surtout, se consacra à Polo. En 1998, toutefois, elle fit ressurgir l'ancienne Grace. Lors d'un spectacle privé à Disney World, emportée par la musique, elle retira le haut de son costume et dévoila sa poitrine en plein numéro. Résultat, une interdiction à vie dans toutes les propriétés Disney. Sa réponse fut un haussement d'épaules. « Si Mickey ne peut pas supporter ça, c'est le problème de Mickey ». Ce contraste entre la mère en quête de stabilité et l'artiste qui continuait de défier les normes définissait sa reconstruction. Ce n'était pas une retraite, mais un repli stratégique. Tandis que le monde croyait que Grace s'éteignait, elle aiguisait en silence ses armes pour un retour inattendu. L'histoire de Grace Jones ne pourrait jamais se raconter comme une simple ligne droite d'ascension et de gloire. Sa vie fut jalonnée de courbes brutales, de contradictions et de retours inattendus. L'une de ces courbes la mena en 1986 à un mariage secret avec Attila Altun Bey, un garde du corps turc bien plus jeune qu'elle. Ce qui avait commencé comme une romance clandestine devint l'une de ses expériences les plus sombres. La relation, loin de lui offrir la stabilité, tourna au contrôle et à la manipulation. Grace, la femme qui avait bâti toute une carrière sur l'indépendance et la rébellion, dut fuir pour préserver sa sécurité. Ironie suprême, elle ne signa jamais le divorce. Des décennies plus tard, légalement, elle reste l'épouse d'un homme qu'elle a laissé derrière elle. Ce mariage raté fut un miroir inconfortable de ses propres contradictions. D'un côté, l'artiste indomptable refusant d'être domestiqué, de l'autre, la femme qui, dans l'intimité, cherchait l'amour mais se retrouvait piégée dans des dynamiques de pouvoir qui lui rappelaient la rigidité de son enfance en Jamaïque. Grace semblait condamnée à mener la même bataille sur des scènes différentes, contre l'industrie, contre les attentes, contre des compagnons qui tentaient d'étouffer son feu. L'ombre ressurgit aussi dans un autre épisode fameux, Disney World 1998. Invitée à un événement privé, Grace se laissa emporter par la musique et, dans un élan caractéristique, dévoila sa poitrine en plein spectacle. Les dirigeants de Disney réagirent avec scandale et la bannirent à vie de toute leur propriété. Pour elle, ce n'était qu'un détail. Elle le raconta avec ironie, « Si Mickey Mouse ne peut pas me supporter, c'est son problème ». Mais derrière ce geste irrévérencieux se cachait la preuve que Grace, même dans une phase plus apaisée, ne pouvait s'empêcher de briser les normes, de déranger, de repousser les limites. Dans ces années-là, la presse la décrivait comme une excentrique en déclin. Moins d'albums, moins de couvertures, moins de tapis rouges. Pourtant, en silence, Grace préparait un retour. Elle pratiquait le yoga avec discipline, composait sans hâte, choisissait avec soin les projets qui la stimulaient vraiment. Sa vie se partageait entre Paris, New York et la Jamaïque, élevant son fils Polo et évitant l'œil du public qui avait failli la détruire dans les années 80.
La question était, pouvait-elle se réinventer après tant de scandales, tant de pertes, après cette étiquette digne incontrôlable que l'industrie lui avait collée comme un tatouage indélébile? La réponse allait arriver sous la forme de musique, des décennies plus tard, alors que tout le monde croyait que Grace Jones appartenait déjà au passé. Mais comme elle l'a dit un jour, je ne prends jamais ma retraite, je prends seulement des pauses dramatiques. En 2008, alors que beaucoup considéraient déjà Grace Jones comme un simple souvenir éclatant des années 70 et 80, elle surgit avec un rugissement inattendu, Hurricane, son premier album studio en 10 à 9 ans. Elle avait 60 ans. Dans une industrie qui a tendance à écarter les femmes passées la trentaine, le simple fait de publier un disque relevait du défi. Mais Hurricane ne fut ni un exercice nostalgique, ni une répétition de formules, ce fut un manifeste vital. Les chansons étaient confessionnelles, dures, parfois autobiographiques. Avec la production de Sly & Robbie, elle mêlait reggae, électronique et spoken word à une lame contemporaine qui surprit la critique. Dans William's Blood, elle chantait l'héritage de sa famille religieuse et sa propre fuite vers la liberté. Dans This Is, elle décrivait l'identité qu'elle avait construite envers et contre tous. Et dans Corporate Cannibal, avec un clip où son visage se distordait numériquement, elle anticipait l'esthétique de l'ère de l'art en 3D. À 60 ans, elle continuait de dicter l'avenir. Le public et les critiques comprirent le message. Grace Jones n'était pas une relique, elle restait une créatrice active, encore dangereuse, encore imprévisible. Les tournées de présentation confirmèrent sa vigueur. Elle montait sur scène vêtue de costumes sculpturaux, de chapeaux impossibles, de plumes, de miroirs toujours théâtrales, toujours au bord de l'exagération, et pourtant impossible de détourner le regard. Le moment le plus iconique de cette étape arriva en 2012, lors du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II. Devant le palais de Buckingham, diffusé dans le monde entier, Grace interpréta Slave to the Rhythm tout en faisant tournoyer un hula-hoop pendant 4 minutes sans s'arrêter ni perdre son souffle. Elle avait 64 ans. La foule devint folle. Ce n'était pas seulement une chanson, c'était une épreuve physique et symbolique de résistance. Tous les autres artistes invités livrèrent des performances correctes, respectueuses, prévisibles. Elle, au contraire, transforma l'événement en un spectacle inoubliable, s'appropriant la scène la plus institutionnelle d'Angleterre pour rappeler à la planète qu'elle restait la femme qui n'avait jamais accepté de rentrer dans un moule. Ce numéro fut plus qu'un show. Ce fut un geste de défi contre l'âge, contre l'industrie, contre le système culturel qui tente de mettre les femmes à la retraite avant l'heure. Grace, dans sa 7e décennie, montrait que la vitalité ne dépend pas des années, mais de la décision de continuer à briser les limites. Sa renaissance ne signifiait pas devenir docile. En interview, elle restait mordante, imprévisible, drôle et terrifiante à la fois. Elle attaquait les artistes contemporaines qui copiaient son style sans le comprendre, dénonçait la superficialité de la culture pop moderne et défendait son droit d'être irremplaçable. Dans chaque déclaration, dans chaque spectacle, dans chaque note de Hurricane, une chose devenait évidente. Grace Jones avait survécu à toutes les tentatives de la détruire et elle était de retour pour rappeler au monde que son histoire n'était pas terminée. Lorsque Grace Jones apparut sur la scène du Diamond Jubilee en 2012, faisant tourner son cerceau avec une dextérité hypnotique, elle scella une vérité que beaucoup pressentaient déjà. Son domaine n'était pas seulement la musique, la mode ou le cinéma. C'était l'héritage. À 64 ans, la femme qu'on avait un jour traitée de trop sombre et de trop masculine rappelait au monde que l'impossible était son territoire naturel. Ce même esprit traversa ses mémoires publiées en 2015, ironiquement intitulées « I'll never write my memoirs ». Dans ces pages, Grace ne se contentait pas de raconter ses excès et ses victoires, elle lançait un message incendiaire à la génération qui la suivit. Elle pointa directement des artistes comme Lady Gaga, Madonna, Rihanna et Miley Cyrus, les accusant de copier la surface de son style, les tenues, les poses, l'audace sans assumer le risque réel qu'elle avait affronté. « Je suis le plan original », écrivit-elle. Et elle avait raison. Avant que le terme « shock value » ne devienne une stratégie marketing, elle l'avait déjà incarné, avec authenticité, au prix d'un coût personnel immense. Son influence est palpable à chaque recoin de la culture pop. Les créateurs continuent de réinterpréter les lignes géométriques de ses costumes. Les photographes évoquent la force androgyne de ses poses. Les chanteurs pop s'inspirent de la théâtralité de ses concerts. La mode, la musique et l'art contemporain boivent sans cesse à une source qui porte son nom. Mais au-delà de l'esthétique, son héritage touche des terrains sociaux profonds. Dans un monde où les mannequins noirs étaient marginalisés, Grace ouvrit un espace à coups de pure confrontation. Elle démontra que la peau sombre n'était pas un obstacle, mais un manifeste. Son androgynie radicale remit en question les notions rigides de genre bien avant que les débats sur la fluidité ne deviennent mainstream. Et son refus d'être aimable ou facile à gérer offrit à des générations entières le droit d'être difficile, étrange, exigeant. En 2018,
La Jamaïque lui décerna l'ordre de la Jamaïque, l'une des plus hautes distinctions nationales. La petite fille qui avait grandi dans un foyer religieux oppressif était désormais reconnue comme symbole de fierté culturelle de son pays. Le cercle se refermait, l'exilée, la marginale, l'irrévérencieuse revenait en héroïne. L'impact se mesure aussi en chiffres et en faits concrets. Plus de 40 ans de carrière, des collaborations avec des géants de la musique et du cinéma, des couvertures qui redéfinirent ce qui était beau et ce qui ne l'était pas. Des artistes visuels ont consacré des expositions entières à son iconographie, des universités ont analysé ses performances comme des actes de résistance politique, des musées inclus ses portraits dans leurs collections permanentes. Peut être le plus révélateur est la façon dont les nouvelles générations la nomment. On ne parle pas d'elle seulement comme d'une chanteuse ou d'un mannequin, mais comme de l'architecte d'une attitude, celle de l'autonomie absolue. Grace Jones enseigna que le fait d'être trop forte, trop étrange, trop intimidante pouvait être la clé de l'immortalité culturelle. Son héritage, alors, ne réside pas seulement dans des disques ou des films, mais dans le permis qu'elle a donné à tous ceux qui se sont un jour sentis à l'écart. Le permis d'occuper la scène, de crier plus fort, de regarder l'objectif sans jamais s'excuser. Le mythe de Grace Jones, comme tout mythe puissant, n'est pas exempt de controverses. Pour certains, son héritage est indiscutable, elle a ouvert des chemins, brisé des chaînes, redéfini la beauté et le genre. Pour d'autres, sa figure suscite des doutes inconfortables. Où s'arrête l'art et où commence la violence? La première critique vise l'épisode de Russell Harty en 1981. Beaucoup soutiennent que, bien que sa réaction fût chargée de symbolisme, une femme noire refusant d'être ignorée par un présentateur blanc, l'agression physique à la télévision restait injustifiable. Pour ce camp, le geste éclipse son message et perpétue l'idée que Grace était incontrôlable au sens dangereux du terme. Ses défenseurs répondent que la juger hors contexte revient à ignorer des décennies de racisme et de sexisme qu'elle a subies et que son action fut un cri politique plutôt qu'un simple emportement. Une autre ligne de débat naît de sa phrase lapidaire « Je suis le plan original ». Certains critiques l'accusent d'arrogance de nier que d'autres artistes afrodescendants aient eux aussi tracé des routes difficiles dans la mode et la musique. Grace Jones monopolise TL la transgression. Ses partisans répliquent qu'il ne s'agit pas de nier les autres, mais de rappeler que sa contribution fut pionnière et trop souvent effacée des récits officiels. On débat également de la relation entre sa persona artistique et sa vie réelle. Était-elle vraiment cette créature intimidante et dangereuse, ou s'agissait-il d'une stratégie de marketing savamment orchestrée avec Jean-Paul Goude? Si c'était une mise en scène, alors sa rébellion faisait partie d'un script. Mais si c'était authentique, cela impliquait un prix psychologique et physique énorme. Peut être, comme pour les grands artistes, la vérité se situe au milieu. Un mélange de masque et de vulnérabilité, de performance et de confession. Enfin, certains questionnent l'impact de son style frontal dans une industrie qu'il a parfois qualifiée de difficile à gérer. Sa rébellion a-t-elle ouvert des portes pour d'autres femmes noires et androgynes, ou renforcé l'idée qu'elle n'était pas fiable? Ce qui est certain, c'est que, polémique ou non, personne ne put l'ignorer. Et dans un système qui cherchait à la réduire au silence, être impossible à ignorer constituait déjà une victoire. Grace Jones habite donc cet espace inconfortable où coexistent admiration et critique, inspiration et rejet, et peut être que c'est là la preuve définitive de son pouvoir, forcer le monde à débattre d'elle, même des décennies plus tard, d'une enfance rigide à Spanish Town, marquée par les prières et les interdits, jusqu'à la scène du palais de Buckingham où elle fit tournoyer un hula-hoop à 64 ans, la vie de Grace Jones dessina un arc que peu de figures culturelles ont parcouru avec autant d'intensité. Chacun de ses pas fut une déclaration de guerre contre les moules. Trop sombre, trop masculine, trop dangereuse, et pourtant, trop inoubliable pour être ignorée. Le prix qu'elle paya fut élevé. Drogue, trahison financière, relations abusives, isolement dû à sa réputation de difficile, perte d'amis chers lors de l'épidémie de sida. La femme, qui paraissait indestructible, découvrit maintes fois la fragilité. Mais même dans ses heures les plus sombres, elle trouva toujours le moyen de revenir, de se reconstruire, de réclamer la scène comme la sienne. La récompense ne fut pas seulement la célébrité ni l'argent, tous deux éphémères. La véritable victoire de Grace fut de devenir un symbole d'autonomie. Une femme noire, caribéenne, androgyne, qui n'a jamais demandé la permission d'occuper l'espace et qui transforma ses défauts en armes de puissance. Voilà son héritage, démontrer que la différence, l'inconfort et l'étrangeté peuvent être le socle de la grandeur. Aujourd'hui, des créateurs, des musiciens, des performeurs et des activistes trouvent en elle une source d'inspiration. Non pas parce qu'ils cherchent à copier ses tenues extravagantes, mais parce qu'ils comprennent que l'essence de Grace Jones réside dans la liberté absolue d'être. Elle fit de l'intimidation un art, du scandale une plateforme, et de l'authenticité un étendard. Peut être que la question qui demeure ouverte est celle-ci,
Dans un monde où la provocation est devenue une stratégie marketing, reste-t-il de la place pour la rébellion véritable, celle qui se paie avec la peau, celle qui laisse de vraies cicatrices? Grace Jones nous oblige à nous regarder dans le miroir et à nous demander: sommes-nous prêts à payer le prix d'être nous-mêmes, sans concession?